Bonjour Neil Sackerman. Bonjour. Merci d'être avec nous, merci d'avoir accepté l'invitation dans ce restaurant. Est-ce que vous avez l'œil photographique? Je précise la question, quand vous entrez dans un lieu, en restaurant en l'occurrence, est-ce que vous regardez avec l'œil du photographe? Alors, en l'occurrence, vu que je suis arrivé un petit peu en retard, j'ai pas eu le temps de... je me suis rué sur vous. Mais c'est clair que là, j'aime bien déjà l'harmonie des couleurs qui me plaisent bien, en plus le bleu et le jaune, enfin qui en l'occurrence est plutôt doré, mais c'est des couleurs qui me tiennent à cœur pour plein de raisons et qui vont très bien ensemble. Et c'est vrai que les lumières et tout, on pourrait faire un beau portrait ici. Bon, bleu et jaune, c'est pour l'Ukraine, on le dit tout de suite. Voilà. On y reviendra largement. On va faire une petite mise au point sur la carte. Vous êtes ouvert à tout? Oui. Oui, Ah ouais. Pas difficile comme garçon. J'étais plus difficile dans le passé, mais maintenant j'aime tout, même les champignons, alors que mes parents ont vraiment galéré à me faire manger des champignons. Ah ouais. On va voir s'il y a des champignons aujourd'hui. Ah waouh. Il y a du choix en tout cas. Pour les Bordeaux pour commencer? Volontiers un verre d'eau plate. L'idée c'est quoi? C'est de partir sur une entrée et un plat ou sur Alors, c'est sur ce que vous voulez. Il faut que je fasse super attention parce que je vais être scruté sur mon choix. Hein. Ouais. Il va falloir que je justifie dûment. Ouais. Je crois que je vais me laisser tenter par le tartare de thon au gingembre. Ouais, il est très bien. Mais je sais pas si c'est de la paresse parce qu'il est tout en haut de la carte ou si c'est le goût de l'aventure, mais ça m'a l'air sympa. La photo et la table, ça fait bon ménage aujourd'hui. Il y a beaucoup de plats qui se retrouvent sur les réseaux sociaux, sur Instagram. Vous êtes amateur de ces pratiques? J'adore regarder des photos, j'adore cuisiner. Ouais. Et j'adore regarder des photos de nourriture. Il m'arrive d'en faire de temps en temps quand il y a le besoin, mais c'est pas vraiment le domaine où je suis très à l'aise. C'est pas facile de faire une photo qui rend honneur, qui rend justice à un bon plat. Surtout qu'il y a des plats qui sont vraiment très très bons mais très très moches. Et inversement, des trucs qui sont super photogéniques mais qui sont absolument infects. Je m'étais fixé ce petit défi, je crois, il y a 2 ans. Je m'étais dit, j'aimerais bien faire plus de photos de nourriture. J'ai pas fait plus de photos de nourriture. En tout cas, elles sont pas encore plus concluantes. Mais ça reste une des choses qui me fascine. Et des fois, je regarde des vidéos de comment faire des bonnes photos de nourriture. Et c'est vrai qu'il y a tout un... Là, il y a une belle table avec une texture un peu boisée, comme ça, c'est vrai que ça peut donner des choses très sympas. Mais alors, dans des bonnes conditions, avec un bon plat, une belle photographie. Mais aujourd'hui, on retrouve des fils Instagram qui sont bardés de photos prises à la volée d'une assiette. Quel est l'intérêt? Alors, un ami m'avait montré qu'il faisait ça pour garder un souvenir. Quand il mange quelque chose qu'il trouve bon, et il dit, tiens, ça... Et en fait, son Instagram n'a quasiment que des photos de plats finis, pour dire, voilà, j'étais dans tel resto et je veux juste m'en rappeler, comme une espèce de petite carnet d'adresses. Je trouve ça assez rigolo. C'est vrai que ce qu'on fait d'Instagram, il y a ceux qui cherchent à le professionnaliser, que ce soit de manière volontaire, avec une destinée business, ou juste pour eux, pour attirer un maximum d'attention. Il y a ceux qui cherchent vraiment à optimiser l'attention. Et puis il y a ceux qui veulent juste utiliser ça pour partager leur vie, que ce soit alimentaire ou la vie de tous les jours, avec des photos qui sont des fois banales, mais qui sont aussi intéressantes parce qu'elles nous racontent finalement la vraie vie. Et c'est souvent ces photos banales qui sont plus vraies, plus honnêtes, plus réalistes que ces photos ultra travaillées, avec un éclairage qui passe des heures à être fait. Des fois, je regarde comment certaines mannequins ou influenceuses travaillent pour faire leur Instagram, pour donner une apparence de vie légère et insouciante et faite de plaisir. Et c'est un enfer. C'est une vie de planification, à se réveiller à des heures pas possibles pour avoir la belle lumière, à refaire 15 000 fois la photo, à négocier des tarifs, parce que souvent il y a peu d'argent à disposition, pour avoir un photographe qui soit dispo pour leur faire des photos qui déchirent. Tout ça pour ensuite donner l'impression que j'ai juste décidé de sortir cet après-midi, de faire des courses dans un supermarché de luxe. Non, cette simplicité qui n'est pas toujours très photogénique, elle fait du bien parce que c'est la vraie vie. On va commander alors. Ouais. Alors pour moi, ce sera le tartare de thon au gingembre, en plat. Et la même chose, s'il vous plaît. Je vais lire dans ses pensées comme ça. Ah mince, j'espérais que vous prendriez autre chose pour que je puisse découvrir un deuxième plat. Oui, mais je me suis fait avoir aussi, c'est tellement bon. Bon, c'est que ça doit être bon, c'est bien, ça me rassure. Pas de vin. Je bois pas d'alcool. J'en ai bu en quantité astronomique durant certains reportages. Astronomique. Ouais, mais j'ai eu ma dose, disons. Période Lange Blanc, ça buvait bien. Exactement, ouais. À l'époque, je racontais, je crois, dans la présentation du projet que durant la 70aine de jours que j'ai passé dans la ville, j'avais ingurgité environ 16 litres de vodka ou cognac. Pas en un coup, hein, mais... mais du coup, j'ai eu ma dose. Et puis, il m'est arrivé, durant ce projet, tout d'un coup, de me réveiller un matin. C'était surtout le pire du moment, c'était après la fête du mariage de l'héroïne de ce reportage. Le lendemain matin, je me réveille, pas à l'endroit où j'étais censé me réveiller.
Et puis j'avais plus aucun souvenir passer le coucher du soleil. Et pourtant j'avais des photos passer le coucher du soleil, mais j'avais plus aucun souvenir de comment je les avais fait. Puis tout le monde commençait à raconter leurs exploits sexuels de la nuit qui avaient l'air d'être visiblement vraiment chargés. Il y a ceux qui racontaient leurs ébats sous un arbre, entre deux tentes. Et je me rappelais très très bien de la lumière qu'il y avait et comment j'aurais pu faire une super photo sans les déranger dans leur petite affaire. Et là je m'en suis vraiment voulu, je me suis détesté en me disant t'aurais pas dû te foutre une mine parce que j'aurais pu avoir quelques photos en plus, je sais même pas si je les aurais utilisées au final dans le projet. Mais c'était un peu un choc. Et puis après c'est devenu plus une réflexion sur ce que ça apporte à la santé. J'aime bien de temps en temps goûter une bière artisanale ou autre, même des fois pas artisanale, mais juste découvrir certains goûts de bière. Mais autrement, les vins et autres, je m'en passe totalement. La réputation, les a priori concernant l'Ukraine, où l'on boit beaucoup, on fait la fête, c'est une réalité ou c'était la réalité de votre histoire? Il y a plusieurs réalités. L'Ukraine, elle est tellement diverse. Mais vous y avez passé 4 ans. J'y ai passé 4 ans et demi. Enfin, j'ai même travaillé depuis 2009. Ça dépend vraiment des types de groupes sociaux qu'on rencontre. Mais je ne sais même pas si c'est très différent en fait. Quand on regarde des adolescents à Genève, on se teste aussi, on a envie on se bourre la gueule pour être dans un état qui nous rend plus festif, etc. C'est partout autour du monde comme ça. Après, il y a des contextes. C'est vrai que dans cette ville de Slavoutitch où j'avais fait ce reportage L'Ange Blanc, il y a un ennui qui vient parce que c'est une ville très bien construite, mais qui est au milieu d'une forêt. Il n'y a pas grand-chose à faire. Et les gens qui y vivent souvent travaillent à la centrale de Tchernobyl. Et ils ont des horaires qui font qu'ils travaillent pendant 2 semaines et ensuite ils ont 2 semaines de congé. Tout ça pour éviter d'avoir trop de radioactivité sur l'année. 2 semaines de congé dans une ville qui est à 3 heures de route de Kiev, à 1 heure de train de Tchernigov, qui est la ville la plus proche, ça fait qu'il n'y a pas grand-chose à faire, à moins d'être sportif ou de vouloir s'occuper de sa famille. Et du coup, il y a beaucoup de ces travailleurs de la centrale qui se réunissent dans les parcs. Il y a beaucoup de parcs dans cette ville et qui boivent un peu à longueur de journée. Donc c'est une ville où ils ont eu beaucoup, je ne sais pas si c'est encore le cas, mais où il y a beaucoup de problèmes d'alcoolisme à gérer. Donc j'ai pu en voir pas mal. Et c'est vrai que du coup, pour certaines personnes dans mon entourage, l'alcool, plus qu'un truc festif, c'est aussi un problème sanitaire. Vous avez importé des spécialités suisses à faire découvrir? Oui. Une fois, j'avais ramené du vin. À l'époque où j'en buvais encore, j'avais ramené du vin pour montrer à la jeunesse de Slavoutitch, parce que là-bas, ils avaient des vins très très sirupeux, très industriels. Le genre de vin où on n'indique pas de cépage ou d'année dessus, c'est le genre vin blanc. Du coup, je m'étais dit, je vais leur ramener de la petite Arvine et des trucs comme ça pour montrer un peu différents arômes. C'était un peu le choc de voir qu'ils remplissaient des verres complets de ça pour les boire comme si c'était du coca. Et pour ensuite me dire, ouais, c'est sympa, mais en fait, je crois que je préfère le vin du supermarché Silpo. Donc, ça, c'était marrant. Et j'avais aussi cuisiné une fondue une fois dans cette ville de Slavoutitch. À l'époque, Yulia, l'héroïne, et son mari d'alors, Genia, n'étaient pas super convaincus. Le coup de mettre un petit bout de pain sur la fourchette, Genia, lui, ça l'énervait, il trouvait ça complètement débile, donc il a pris un gros trognon de pain qu'il a trempé entièrement dans le fromage. Ils en ont mangé un peu, mais ils n'ont pas été convaincus, ils ont laissé le fromage durcir, puis ensuite ils ont dit, ouais, je pense que ce sera meilleur sur des macaronis, des pâtes qu'ils font après. Ils ont revisité, quoi. Voilà, ils ont revisité leur fondue. Donc ouais, mes premières tentatives de prosélytisme gastronomique suisse, c'était pas des succès incroyables, mais ça vient avec la durée. Quand on va dans les supermarchés là-bas, on voit des blocs de fromage rectangulaires, emballés dans des espèces de papier plastique bleu, violet, enfin. Et le contenu va avec, c'est pas terriblement bon, quoi. C'est du fromage, mais il faut pas le manger avec des grandes attentes. Là, on a remarqué avec ma femme, quand on a amené des morceaux, et pas forcément des grands crus incroyables, mais des Lappenzeller, Tilsit et autres, qu'on amenait des morceaux comme ça à des amis en Ukraine, il y a vraiment un avant et un après. Avant, pour eux, du fromage, c'est du fromage. Et puis tout d'un coup, on leur amène ça. Et ensuite, ils nous en redemandent. Et puis, ils devenaient un peu accros comme des drogués. Et ça devenait compliqué parce que j'en venais à faire une espèce de pont aérien fromager. Je voyageais chaque mois entre la Suisse et l'Ukraine. Et dans mes valises, il y avait toujours du fromage. Et voilà, monsieur. Merci bien. Merci. Merci. Ça a l'air succulent. On y va, on attaque ou, Allez-y. C'est un peu cruel pour vos auditeurs de leur parler de nourriture. Oui, ou ça leur donne envie. Ouais. Oui, on met l'eau à la bouche. Parce que si je mange là cette première bouchée et puis que... Vous n'imaginez pas, chers auditeurs, la chance que j'ai d'être là et la malchance que vous avez de ne pas manger en même temps que nous. C'est super bon. C'est très bien et en même temps vous êtes très cruel, c'est parfait. Ça m'arrive. Donc première impression, elle est bonne. Ah ouais, super. Je signe tout de suite pour la prochaine interview.
Un projet qui s'est concrétisé et qui nous ramène à la table aussi, c'est avec la Fondation Partage, si je ne dis pas de bêtises, de suivre le cheminement d'une tomate invendue jusqu'à un bénéficiaire, un consommateur. Les petits pas de côté des grandes histoires aussi. Là, qu'est-ce que vous en avez retiré, qu'est-ce que vous en avez appris? Ça, c'était un chouette projet. La Fondation Partage nous avait contactés en nous disant, voilà, on va fêter notre anniversaire et on aimerait pouvoir raconter ça à travers un reportage photographique, à travers un travail photo. Ce qu'ils font, c'est vraiment quelque chose qui me fascine depuis, je dirais, mon enfance. Quand on va dans ces supermarchés, qu'on a un choix pléthorique, on le veut, ce choix pléthorique, on paye cher nos légumes et on se dit, ben voilà, on a envie de belles tomates, on a envie d'un choix infini de couleurs de tomates, etc. Mais on les mange pas toutes. Et qu'est-ce qu'on fait de toutes celles qu'on n'achète pas? Si c'est pour les jeter à la poubelle, et on voyait des reportages il y a quelques années d'eau de javel dans les containers pour pas que les gens récupèrent les déchets. Enfin, c'est absolument absurde. Ça coûte de l'argent et tout le monde y perd. Et cette idée qu'a une fondation comme Partage de dire, ben, on récupère ce que vous vendez pas et puis on le redistribue à des gens qui n'ont de toute façon pas les moyens de l'acheter chez vous. Je trouve ça juste absolument génial. Du producteur jusqu'au bénéficiaire final, tout le monde y gagne. Et je me dis, voilà, comment on peut raconter ça de manière sympa. Et là, ce qui me venait tout de suite, c'est que j'avais envie d'héroïser une tomate ou un légume, mais la tomate était sympa parce que c'est assez représentatif et puis qu'en plus, il y a pas mal d'étapes. Puis on a un canton très tomate, oui. Et puis on en produit des très bonnes en plus à Genève. Photographiquement, c'est drôle parce que c'est pas... Je pense pour ceux qui ont l'habitude de voir mes reportages, ça a un peu rien à voir au niveau photographique. J'ai fait pas mal de tests, j'ai photographié 3 tomates successivement pour... donc, si vous pouvez voir l'exposition devant la gare Cornavin, c'est la rue du Mont-Blanc, je crois. Ouais. En gros, on suit une tomate donc depuis le bac dans le supermarché jusqu'à l'assiette finie quand elle a été mangée. Toujours à la même distance, toujours elle occupe la même place dans le cadre. Un concept qui semble relativement simple, c'est très très compliqué à mettre en image parce qu'il faut toujours avoir le même angle d'inclinaison de l'appareil, même distance. C'était des images qui prenaient long à faire, mais c'était marrant et pour moi c'était vraiment d'aller voir chez Partage. C'est quelque chose qui m'a vraiment touché. J'aurais jamais imaginé qu'à Genève, il y avait autant de personnes qui étaient dans des situations de précarité qui sont déjà à un certain niveau pour pouvoir bénéficier de cette aide. Et j'ai été vraiment très très ému de voir combien il y a de ces bénéficiaires et je pense que c'était encore qu'une partie que j'ai vue. Donc on ne se rend pas compte qu'à Genève il y a beaucoup de problèmes et heureusement qu'il y a des fondations comme ça qui existent pour aider un petit peu à... Ça règle pas le problème, mais en tout cas... Ça embellit le quotidien. Embellir le quotidien. Dit-on en mangeant au restaurant. Oui, ça fait... J'étais en train de me dire que je me sens un peu coupable maintenant. Vous avez complètement cassé l'ambiance là. Ouais. Bon, la table, la cuisine, c'est quelque chose qui vous parle alors? Oui, pour plein de raisons. Justement parce que j'aime cuisiner. C'est une activité qui me détend. C'est une activité... J'aime bien être au contrôle des choses, que ce soit dans la photo ou dans plein de choses. J'aime voir toutes les étapes. Avec la cuisine, ça me rend mal à l'aise de manger un truc déjà tout fait. Enfin, dans un resto, c'est sympa, c'est comme d'aller voir un spectacle. Mais, je sais pas, d'acheter une pizza déjà toute faite et de se dire, mais combien ils ont mis de jambon? À quoi il ressemble ce jambon? Et puis ce fromage, est-ce qu'il est aussi appétissant que celui que je pourrais mettre? Et toutes ces choses font que j'aime bien, tant que je peux le faire, tant que je peux me le permettre au niveau de temps, préparez-moi pour voir, tiens, on va choisir tel type d'épices, tel type de viande. Je dis pas que c'est toujours parfait, je suis pas un grand cuisinier, mais j'aime bien le faire. Et j'aime bien le faire aussi avec mon épouse qui aime bien cuisiner, et puis qu'on apprenne, qu'on découvre. Moi, je vois comment elle prépare des riz qui sont absolument succulents. Et moi, je suis plus le spécialiste pour tout ce qui est viande, etc. Et puis qu'on apprenne l'un de l'autre, mais c'est des moments... Ensemble, c'est presque des moments de débrief en fait, de cuisiner à deux. Ça, c'est une éducation culinaire qui a été formalisée chez vous en tant que telle ou c'est né comme c'est né? C'est né comme c'est né. Quand j'étais gamin, j'adorais regarder les émissions culinaires à la télé. Ah. Donc j'en ai retenu quelques trucs, je crois. Et puis une grande curiosité. Je suis curieux de plein de choses. J'aime comprendre ma formation avant l'université, c'était biologie-chimie. Et j'aime même comprendre les mécanismes de... Qu'est-ce qui se passe quand on cuit de la viande? À quelle température il se passe? Telle molécule va se ramollir, etc. Donc finalement, c'est le même raisonnement qu'en photo, quoi. Vous avez besoin de découvrir les coulisses du sujet. J'ai envie de comprendre ce qui se passe. Et c'est vrai que la photo, pour moi, c'est souvent un prétexte. J'ai tendance à voir ça comme quelque chose de terriblement égoïste.
J'ai envie d'aller voir, par exemple, s'il y a une entreprise qui ferme, comment on gère ça, comment on se sent quand on est employé, comment on se sent quand on est employeur, quand on doit mettre des gens à la porte. Et ce serait difficile si j'avais pas un appareil, si j'avais pas le prétexte journalistique d'aller voir les gens et puis de dire alors ça se passe comment, Ouais, vous êtes en juste train de la d'écrire les lettres curiosité de... mal placée, ouais. Ouais, c'est du voyeurisme et autres. Et moi, j'accepte totalement ce côté voyeur. Je suis terriblement voyeur. J'ai envie de tout voir, tout comprendre. Et la meilleure excuse que j'ai trouvée pour le faire, c'est d'avoir un appareil photo autour du cou. Mais c'est vrai qu'une fois que la photo est dans l'appareil, elle m'importe beaucoup moins. En fait, ce qui m'importe, c'est vraiment tout le cheminement qui mène au moment de la photo. Et ensuite, voilà, il y a le plaisir de partager. Mais je pourrais vivre sans, enfin, si j'arrivais à payer mes factures avec, juste par la rencontre des gens et puis la capture de ce moment, le petit défi aussi de savoir comment raconter des situations complexes, des fois en une seule image. Et du coup, c'est vrai qu'il faut toujours être au bon endroit, au bon moment. C'est quelque chose qui s'apprend aussi. Il faut être capable d'anticiper, de comprendre un peu une situation. Et puis ensuite, comment la raconter d'une manière qui allie l'élégance, enfin une belle image, qui soit agréable à regarder, avec un maximum d'informations à l'intérieur. Donc c'est ce petit défi au quotidien qui est très très stimulant, en plus de toutes les rencontres et de tout ce qu'on apprend sur la vie du monde en général, que ce soit de rencontrer un patron d'entreprise ou des sans-papiers qui sont en train d'essayer de survivre au quotidien. Pour l'instant, vous avez presque la palme de l'invité le plus long à manger. Félicitations. C'est bien la première fois parce que ma femme s'énerve parce que je mâche très peu. D'accord. Puis du coup j'avale et puis chaque fois ça fait gloup et puis elle se fout de moi en disant genre, quand je mange elle dit ah voilà ça fait de nouveau gloup parce que quand on mange à deux mais j'ai tendance à les avaler mais en quelques minutes c'est réglé. Mais c'est vrai que voilà là je suis occupé par la parole. Quand j'étais enfant il y avait des trucs qui me motivaient pas trop à manger et mon père avait inventé une super solution en disant ah mais j'ai entendu parler de Dr Schwartz qui a un vaccin qui fait manger les enfants un peu plus vite. Puis du coup, quand j'étais à table et puis que je mangeais trop lentement, il prenait le téléphone, puis il faisait semblant d'appeler quelqu'un, et puis il dit « Oui, allô, monsieur Dr Schwartz, vous êtes ici ? Ah, désolé d'appeler si tard, mais est-ce qu'on pourrait prendre rendez-vous pour le... » Parce qu'on a notre fils qui mange pas très très vite. Puis moi, j'étais à manger à toute vitesse. Donc j'ai jamais eu ma piqûre du Dr Schwartz, et maintenant ça va mieux, sauf aujourd'hui. Oui, Dr Schwartz, bonjour. Je l'ai retrouvé. C'est bon. Et sauf erreur, je crois qu'il est à la retraite maintenant. Et son fils qui a repris les affaires. Mince. Dessert, vous êtes amateur ? Souvent, ouais. Ouais. À faire et à manger ? Plus à manger qu'à faire. J'aime bien cuisiner salé. J'ai peu de patience pour les gâteaux et les trucs comme ça. Mais quand ils sont là, je les mange. J'adore par-dessus tout la tarte tatin. Je sais pas si il y a ça. Là, vous allez prendre un dessert ? Si c'est possible, avec plaisir. Ouais, tout est possible. Super. Parfait, merci. Hop. Je serais pas cohérent si je prenais pas la tarte tatin. Ouais, là, je vous attends là-dessus. Ouais. Alors la tarte tatin, volontiers. Et citron, vous avez dit ? Ouais, citron, alors volontiers. Merci. Vous êtes souvent au restaurant ? Assez peu. Surtout ici en Suisse, ça coûte cher. Et que là, avec tout le changement qui est impliqué par le changement de vie entre l'Ukraine et la Suisse, là, ces temps, je fais un peu attention aux finances. C'est pas catastrophe, mais j'ai envie de faire un peu attention pour mettre un max de côté. Donc on va de temps en temps au restaurant, mais c'est sensiblement plus rare qu'en Ukraine, où c'est vrai que là-bas ça coûtait vraiment rien. Parce que le niveau de vie, c'est sans commune mesure. Ah, c'est vraiment les deux extrêmes. On passe peut-être c'est pas le pays le plus pauvre d'Europe, mais peut-être le deuxième ou troisième, un des pays les plus riches. Donc quand on va dans un des meilleurs restaurants de la ville là-bas, qu'on mange à deux, sans boire d'alcool, c'est vrai que ça aide, mais on en a pour une trentaine de francs, en ayant mangé vraiment comme des ogres. Non, ici, c'est l'occasion aussi de cuisiner un peu plus souvent à la maison, et puis de temps en temps de se faire une petite sortie resto. Pour moi, c'est souvent aussi une question de temps. Ces jours, je cours d'un rendez-vous à l'autre, et c'est des fois même plus simple, plus rapide pour moi de manger un truc à la maison que d'être dans un resto. Et puis il y a des impératifs. Je sais pas comment est celui-là, mais il y a beaucoup de restaurants en Suisse où passer 14 heures, ça devient compliqué de manger. Et moi, c'est pas toujours entre midi et 2 que soit j'ai faim, soit que je suis dispo pour manger. Donc voilà, tout ça mis ensemble fait que je mange beaucoup plus souvent à la maison. Sur la question des finances, vous voyez un photographe comme vous qui
qui tournait bien. Aujourd'hui, c'est compliqué encore financièrement ou Mes collègues et moi, je trouve qu'on a pas mal de chance dans notre agence Lundi 13. On a créé cette agence il y a bientôt 5 ans. Il y a plein de raisons de se plaindre de l'ubérisation de notre activité, du fait que certains budgets diminuent, qu'il y a une concurrence qui est accrue, qu'il y a aussi maintenant des sites internet qui mettent à disposition des photographes souvent amateurs à des prix absolument ridicules. Il y a une concurrence qui vient de partout. Et en fait, ce qu'on a voulu faire, c'est qu'on a tenu compte de ça, mais on a aussi tenu compte de tout ce que ces technologies nous amènent. Notre site internet nous coûte, je pense, entre 100 et 400 fois moins cher que ce que coûtait un site internet il y a une dizaine d'années ou ce que certains de nos concurrents payent pour leur site internet. On n'a pas de locaux. On ne voulait pas dire tout se dirige à Genève et du coup si vous êtes à Neuchâtel ou à Lausanne, vous êtes toujours un peu les seconds couteaux. Chaque membre de l'agence est associé à part égale dans la structure et a les mêmes poids dans les décisions. Et tous les lundis soirs, on a des séances par Skype pour faire le point et pour que justement toutes ces choses restent horizontales. Pas créer un centre pour pas créer une périphérie. Et eux aussi, parce que ça nous permet d'économiser beaucoup de ressources qu'on peut réinvestir dans autres choses. Voilà, toutes ces choses, c'est ultra stimulant parce que ça permet non seulement de faire le boulot du quotidien, mais en plus de le faire comme si on faisait la fête en quelque sorte. On s'amuse quand on fait un journal, quand on invite des photographes qu'on aime à mettre leurs travaux dedans, c'est juste l'éclate complète. Du coup, je suis ultra heureux de pouvoir me dire qu'à une époque où les médias vont pas très très bien, où il y a beaucoup de gens qui ont des problèmes, que nous on a la chance, on a le luxe inouï de pouvoir vivre de notre activité et puis en plus de pouvoir lancer des petits projets en plus. Bon, hors antenne, on avait dit qu'on terminerait par une blague. Voici venu l'instant fatidique. Ah mais elle marche plus du tout parce que je voulais faire un truc genre il y a 2 personnes qui entrent dans un resto et puis qui voient 2 micros. Tu connais la suite? Non. Moi non plus, mais maintenant c'est foutu. Parfait.